Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Imo9 360. Ici, c'est le rendez-vous de l'actualité pour tous les passionnés d'immobilier, que vous soyez un professionnel aguerri dans l'immobilier neuf et ancien ou même un particulier curieux de comprendre et anticiper le marché. Vous êtes au bon endroit pour décrypter les dernières actualités du marché immobilier avec parfois, il faut le dire, pas mal de subjectivité. Installez-vous confortablement, abonnez-vous pour rester à la page et surtout restez avec moi pour démêler le vrai du faux dans ce grand labyrinthe en partageant vos avis en commentaire. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours, 3 sénatrices, Dominique Estrosi Sassone, Viviane Artigalas et Amel Gacquerre, ont rendu leur rapport sur la crise du logement. Concrètement, elles ont réalisé un travail dingue depuis des mois en auditionnant un nombre impressionnant d'acteurs de l'immobilier. Et aujourd'hui, je vous propose de décortiquer le rapport qu'elles ont rendu afin de mieux comprendre les enjeux du gouvernement, les enjeux de la France sur le logement et peut-être trouver des pistes pour nous, professionnels de l'immobilier. Bon, commençons par le constat. Autrefois, le logement était un droit fondamental. Aujourd'hui, c'est plutôt devenu une denrée rare, ok ? C'est un pilier de la vie quotidienne qui s'est transformé en casse-tête absolument interminable pour la majorité des Français. Et c'est devenu un luxe pour beaucoup, clairement. La crise du logement n'est plus seulement un problème économique et social, mais elle s'est glissée, ni vue ni connue, dans l'arène politique, prête à jouer un rôle au premier plan dans les prochaines élections. En tout cas, il faut clairement l'espérer. Jetons un œil aux chiffres. La construction de logements neufs a plongé d'un vertigineux 20 à 30% par rapport à l'année dernière, donc 2023 vs 2022. Les transactions dans l'ancien ont suivi le pas, en enregistrant une baisse spectaculaire de près de 22% des transactions, donc c'est la pire chute en un demi-siècle. On ne va pas aujourd'hui parler énormément de la baisse des prix, et c'est d'ailleurs pas l'objet du rapport, puisque la baisse s'est aujourd'hui majoritairement réalisée par les volumes. Et ce n'est pas tout. Le marché du crédit semble avoir suivi un régime draconien. Il s'est aminci de plus de la moitié en 18 mois. Quant aux locations longue durée, elles ont chuté de 36% à l'échelle nationale et de manière plus dramatique encore, 74% dans la seule ville de Paris. Imaginez. Trouver un appartement à louer à Paris, c'est aussi difficile que de décrocher un rendez-vous avec le président de la République. Là où le bas blesse vraiment, c'est dans le logement social. Plus de 2,6 millions de demandeurs se battent pour une part de gâteau, avec seulement 82 000 logements disponibles en 2023. Quant au mal logement, il touche plus de 4 millions d'individus quand même, y compris plus d'1 million sans logement personnel. Bon, avec de tels chiffres, la crise du logement n'est pas seulement une réalité, c'est une urgence criante qui menace de devenir un enjeu électoral très brûlant. Si nous ne trouvons pas rapidement des solutions, cette crise pourrait bien s'installer confortablement et durer beaucoup plus longtemps que prévu. Un des constats de ce rapport, c'est que le problème ne date pas d'hier. Clairement, tout d'abord, il y a un effet inflationniste de l'environnement financier. Trop d'argent bon marché. Concrètement, les banques centrales ont gardé des taux d'intérêt très bas en transformant les prêts en genre de confetti économique. Résultat, une envolée des prêts immobiliers déconnectés de la réalité des revenus des ménages. Donc sur les 25 dernières années, les prix de l'immobilier ont doublé, tandis que les revenus des ménages ont suivi une petite piste d'escargot. Les revenus des ménages ont stagné. Et ça, c'est principalement dû à l'environnement financier. Donc en bref, en termes de responsabilité d'augmentation des prix de l'immobilier en France, majoritairement, c'est le marché financier. Ce ne sont pas les normes de construction, le manque d'offres à un endroit, etc., mais réellement les conditions financières pour les particuliers. D'accord ? Ensuite, bien sûr, il y a une détérioration de la rentabilité locative. Bon, ça paraît évident, mais si vous pensiez que l'investissement locatif était une mine d'or, détrompez-vous. Avec une rentabilité qui a énormément plongé, investir dans l'immobilier devient peu attrayant. Et pour couronner le tout, c'est une situation qui ne date pas d'hier, mais d'il y a près de 40 ans, lorsque les premières mesures fiscales ont voulu donner un coup de pouce à l'investissement locatif. Ces mesures fiscales, elles ont été mises en place et beaucoup critiquées par la suite, mais elles étaient finalement très utiles, puisque, mon avis, c'est que s'il n'y avait pas eu d'aide fiscale, il y aurait eu
beaucoup moins de construction en France. Et les chiffres le disent très clairement, puisque 50% des appartements achetés par des particuliers pour la construction sont réalisés dans le cadre d'un investissement locatif avec un dispositif fiscal. Pour quelles raisons en France nous sommes les champions des dispositifs fiscaux ? Eh bien parce que nous sommes les champions de la taxation sur les revenus immobiliers. Donc on prend d'une main et on redonne dans l'autre. Il y a bien sûr également des difficultés sur la construction neuve, ça paraît évident, mais il n'y a pas assez de logements dans les zones tendues. La construction peine à suivre une demande beaucoup plus dynamique et entre une démographie galopante, un vieillissement de la population, la France fait du surplace dans la course au nouveau logement. Le rapport indique également qu'il faut changer de regard sur l'acte de construire, d'accord ? Il faut un changement de perspective. Autrefois, un gratte-ciel était un symbole de modernité et de prospérité. Aujourd'hui, proposer de construire un modeste immeuble peut déclencher une guerre froide locale. Le recours sur les permis de construire par les riverains est devenu un sport national et évidemment, il y a un vrai virage sociétal vers une vision plus individualiste de la société et donc moins enthousiaste à l'idée d'accueillir plus d'habitants. Le deuxième point soulevé, c'est la responsabilité du gouvernement dans tout ça. Est-il responsable ? Tout d'abord, il y a une réduction de l'appui financier aux bailleurs sociaux. Il y a eu en quelque sorte une économie sur le dos des plus nécessiteux. Depuis 2017, on a assisté à un régime minceur avec plus de 10 milliards d'euros en moins, une manière de les encourager certainement à être un peu plus autonomes. Et donc, le nombre de demandeurs de logement social a grimpé à 2,6 millions, sachant que une grosse partie des logements sociaux ne sont pas construits par les bailleurs sociaux, mais par les promoteurs immobiliers qui réalisent du privé. Il y a eu bien sûr une réduction du soutien aux particuliers investisseurs et primo-accédants. Voilà, adieu le rêve immobilier. Le gouvernement semble avoir adopté une approche chaque 1% en matière d'accession à la propriété. Réduction de l'ISF transformée en IFI. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'ISF, c'est l'impôt sur la fortune. C'était un impôt qui était donc payé à partir d'1,5 million de valeur de capital net en prenant en compte l'immobilier et le capital financier, pour faire très simple. Et il a été transformé en IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'immobilier qui est taxé. Et donc ceux qui sont absolument blindés sur les comptes payent 0 à ce niveau-là. L'arrêt du Pinel sans remplacement, donc la loi Pinel, c'est une loi de défiscalisation qui existe depuis près de 10 ans et qui a très bien fonctionné sur le marché, et le gouvernement a décidé de l'arrêter. Et bien sûr, un rétrécissement du prêt à taux zéro, donc le fameux prêt à taux zéro qui est éligible pour les primo-accédants souhaitant acquérir un logement neuf en France, il a été réduit aux zones tendues, c'est-à-dire adieu la personne qui veut acheter une maison individuelle en bénéficiant du prêt à taux zéro et encore plus adieu s'il décide de faire construire ou d'acheter en zone détendue. Autant d'initiatives finalement qui ont durci la vie des futurs propriétaires. Un recul de l'État dans le domaine du logement. La suppression de la taxe d'habitation tout d'abord et le désengagement de l'État du Fonds national des aides à la pierre ne sont que quelques exemples de la façon dont l'État a choisi de prendre ses distances avec le logement. Laissons donc les communes et les maires jongler avec des petits budgets pour voir s'ils peuvent trouver des fonds magiques afin de construire et surtout également de construire les infrastructures qui vont avec les logements. Évidemment, un choc réglementaire et des normes environnementales. Trop de règles tuent les règles. Il faut savoir qu'en 20 ans, on a eu 5 évolutions de normes de construction. Le gouvernement a fait preuve d'une vraie passion pour les réglementations, zéro artificialisation nette, exclusion des passoires thermiques, norme RE 2020, donc qui est la dernière norme de construction aujourd'hui. Alors oui, bien sûr qu'il y a un vrai intérêt pour l'environnement, mais à quel prix ? Les coûts de construction ont fortement évolué et donc les gens n'ont plus capacité à acheter. Ensuite, le rapport parle des déclencheurs de la crise à court terme. Tout d'abord, la hausse des taux d'intérêt. Vous êtes tous au courant, la fête est finie. Après des années de taux bas, presque séduisants quand même, les taux d'intérêt ont décidé de grimper à toute vitesse, passant de 1 à 4%. Ils ont grosso modo renié entre 25 et 30% du pouvoir d'achat immobilier des acheteurs. Et ça a tout simplement gelé le marché. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que actuellement, le marché se régule par les volumes et très peu par les prix.
Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui ont emprunté à des taux entre 0,80 et 2% n'ont absolument aucun intérêt de revendre aujourd'hui pour aller galérer à trouver une location ou bien à réemprunter sur un marché avec un taux de 4%. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, tant qu'ils ne sont pas forcés de vendre, ils ne vendent pas. Donc, ça gèle le marché. Et comme disent les professionnels de l'immobilier, la crise alimente la crise. Une inflation également suite à des crises mondiales, bien sûr. L'immobilier est en pause, il y a eu une pandémie mondiale, des tensions géopolitiques actuelles très importantes, et l'inflation a décidé de pimenter le marché. D'ailleurs, la hausse des prix, on parle souvent de la hausse des prix des coûts de construction, mais la hausse des prix tout court pour les Français, que ce soit pour la nourriture ou l'énergie, ça devient très compliqué ensuite de réfléchir à un budget immobilier. Bien évidemment, une hausse des coûts de construction, je vous en ai parlé, et plusieurs mesures d'économie dans le domaine du logement. Le gouvernement a décidé de tailler dans les aides au logement. Pourquoi soutenir un secteur en crise quand on peut simplement lui couper les vivres? C'est une bonne question, je trouve, à se poser. En réalité, c'est au moment où les taux étaient très bas, je trouve, qu'il aurait fallu supprimer ou baisser les aides au logement, puisque à ce moment-là, puisque les taux étaient bas, les Français avaient une vraie capacité d'achat. C'est pas quand les taux grimpent de 1 à 4% qu'on doit supprimer les aides, ça n'a aucun sens. Le rapport cite également une crise économique installée pour durer. L'impact sur l'accession de l'immobilier neuf, les transactions et la production des institutionnels. Il y a un énorme ralentissement. L'accession à la propriété neuve et les transactions dans l'ancien connaissent une baisse spectaculaire. Et les institutionnels qui ne sont pas épargnés non plus. Des conséquences politiques et sociales, évidemment, on peut dire diviser pour mieux régner finalement. Le blocage du parcours résidentiel provoque plus qu'un simple mécontentement, il faut être clair. Il y a de la frustration, de la résignation, des manifestations identitaires. Le logement est devenu bien plus qu'un toit sur la tête. C'est un symbole de division croissant au sein de la société. Donc bon, dans tout ça, comment on fait? Que propose le rapport? Tout d'abord, traiter l'urgence en préparant une refondation. Le rapport a divisé en 3 parties, les sucres lents, les sucres rapides et un changement de régime alimentaire. Donc tout d'abord, il parle de sucre rapide. Donc des propositions pour stopper l'attrition du marché locatif. En gros, le marché locatif est en train de fondre comme neige au soleil. Donc, le plan consiste à encadrer sévèrement les locations touristiques qui transforment les centres-villes en lieu de villégiature. Bon, ça, personnellement, je trouve que ça a du sens, mais c'est loin d'être la meilleure idée, et je pense que c'est réellement à la marge en termes de solutions. Ensuite, bien sûr, relancer l'accession à la propriété, sans blague, dans un éclair de génie, l'idée est de faire machine arrière sur les décisions qui ont étranglé l'accession à la propriété. Donc l'idée, ce serait de réintroduire des aides comme l'APL accession ou élargir de nouveau le prêt à taux zéro. Finalement, on ferait machine arrière et on admettrait qu'on a en quelque sorte égaré notre boussole économique. Bien sûr, soutenir l'investissement locatif des particuliers. Ah bon? Bon, finalement, peut-être que ces particuliers, ces pauvres investisseurs privés, ces pauvres rentiers qu'on critique tant, peut-être que finalement ils étaient utiles au marché immobilier. Bien sûr, ils sont extrêmement, extrêmement utiles. Donc, il va falloir, pour les attirer de nouveau, leur apporter une aide fiscale ou en tout cas baisser la taxation sur les revenus à déclarer. Relancer évidemment le logement social. Une nouvelle stratégie qui ressemble à un appel à l'aide désespéré, des financements exceptionnels, des achats de programmes neufs. Tout ça se fait dans la précipitation. Le deuxième plan, bien sûr, ce sont les sucres lents. Donc, une bonne mesure, c'est simplifier l'obtention des permis de construire. Concrètement, monter un permis de construire aujourd'hui, j'admire, je vous assure, j'admire ceux capables de monter un permis de construire pour un programme immobilier. C'est un travail absolument dingue, c'est un Rubik's Cube, les yeux bandés, c'est terrible. Donc, la nouvelle idée, ce serait de simplifier son obtention. Moins de paperasse, plus d'action. C'est une excellente idée. À voir comment elle sera mise en œuvre. Redonner également le pouvoir aux élus locaux en matière de logement, restituer du pouvoir aux maires. Et évidemment, il faudrait aussi leur donner des aides, des bénéfices, du bonus à construire, à accepter des constructions dans leur commune. Aussi, mobiliser la réserve foncière, c'est-à-dire mobiliser les immeubles qu'on pourrait transformer, par exemple,
en habitation des immeubles de bureaux, d'accord? Bon, le gisement n'est pas énorme. Je pourrais peut-être vous dire une bêtise, mais j'ai entendu entre 20 et 30 000 logements, si on enlève bien sûr vraiment les immeubles très très mal placés, qu'on ne peut pas transformer, etc. C'est pas énorme, mais c'est une piste. Et pour finir, on parle de changement de régime alimentaire. Donc, il pense à rédiger un livre blanc pour refonder la politique du logement. Bon, en espérant que ce soit un best-seller, qu'il ne soit pas simplement mis sur une étagère ou qui serve à caler une table. En tout cas, ce serait une bonne idée, un livre blanc. Offrir un logement pour tous, bon, c'est assez utopique, vous me direz, mais dans la pratique, ça signifie soutenir à nouveau nos bailleurs sociaux qui ont vu leurs ressources s'évaporer depuis quelques années. On espère donc redonner vie à ce modèle de logement social après des années de régime sec. Bon, moi j'ai tendance à penser que pousser le logement social, c'est une très bonne idée, mais ça veut dire aussi admettre qu'on vit dans un pays dans lequel, de plus en plus, un pays qui est censé être riche, finalement, eh bien, on va admettre que les gens, pour se loger, doivent aller dans un logement social. Et ça me dérange. Ça me dérange du point de vue sociétal. Bien sûr, un déblocage du parcours résidentiel pour les classes moyennes. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes, elles ne peuvent plus accéder à la propriété. Elles restent dans leur location puisqu'elles ne trouvent pas de biens à hauteur de leur budget. Étant donné qu'elles restent en location, les nouveaux entrants sur le marché ne trouvent pas de logement à louer. Et donc on se retrouve avec un véritable blocage du parcours résidentiel. C'est pour ça que le marché tourne au ralenti. Et enfin, il faudrait un peu d'amour pour les bailleurs privés, reconnaître la contribution des bailleurs privés, donc des particuliers investisseurs locatifs. C'est sûr que ça leur fait du mal de l'admettre, mais c'est une réalité. Donc il faut les traiter avec un peu de respect fiscal, avec le respect fiscal qu'ils méritent, potentiellement en exonérant, en exemptant de certaines charges, en leur offrant certaines incitations fiscales pour qu'ils continuent, à jouer ce rôle crucial qu'est l'offre de logement. Chacune de ces propositions vise à transformer le marché du logement. C'est un boulot à nouveau énorme qui a été réalisé par les sénatrices. Elles ont reçu beaucoup de très gros professionnels de l'immobilier qui avaient d'excellentes idées pour débloquer le marché à court terme. Je ne les ai évidemment pas toutes citées ici, elles ne sont pas toutes citées dans le rapport, mais si ça vous intéresse, je vous ferai également un résumé des débats et des discussions qu'il y a eu au Sénat qui sont très intéressantes et qui permettent véritablement, je vous assure, de comprendre et d'anticiper le futur marché de l'immobilier. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute et surtout, donnez votre avis, laissez un commentaire. Ciao.